Bonjour, merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoints aussi nombreux et nombreuses. On est très très ravis de vous accueillir. En tout cas, toute l'équipe de littératures européennes est vraiment ravie de vous retrouver pour lire l'Europe cette année. Voilà, toute l'équipe ici dans la bibliothèque de littératures européennes et tous les bénévoles qui sont ravis de se retrouver, j'en suis sûre, et qui travaillent aussi au festival qui aura lieu cette année, on l'espère, et on reste optimiste, du 16 au 21 novembre. Voilà, donc vous pouvez constater des dates un tout petit peu élargies par rapport à d'habitude. L'idée, c'est de pouvoir maintenir un maximum de rencontres avec les auteurs, peut-être des plus petites jauges, des plus petites rencontres, mais en tout cas, on vous prépare un beau festival pour cette fin d'année. Comme vous le savez, je pense maintenant, sur le thème du Danube. Voilà, à la rencontre de beaucoup de pays, une riche région le long du deuxième fleuve d'Europe, une région très riche, que ce soit sur le plan historique ou sur le plan littéraire, qui nous promet une belle programmation qui d'ailleurs va être... on va avoir l'honneur d'avoir pour carte blanche cette année l'auteur Emmanuel Ruben, qui a écrit Sur la route du Danube et qui travaille aussi un peu avec nous à vous préparer de beaux événements. Je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à cette nouvelle édition, mais on vous en dira plus dans les mois qui viennent et avant l'été. Pour l'instant, aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur le prix des lecteurs et sur Lire l'Europe, et donc sur cette journée consacrée à l'Allemagne, puisque cette année, on a décidé de consacrer le prix des lecteurs au pays dans lequel le Danube prend sa source, donc l'Allemagne. Un grand merci aux 4 bibliothèques départementales qui travaillent avec nous. Voilà, médiathèque départementale de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente bien sûr, qui travaillent avec nous à préparer cette belle sélection et puis qui sont vos interlocuteurs et interlocutrices privilégiés pour nous accompagner sur toute l'animation de ce prix et jusqu'au festival. Que dire? Je sais que vous avez hâte de découvrir les livres. On a sélectionné 4 beaux romans pour vous, qui sont des belles découvertes, on va être à chaque fois sur des premiers romans ou des premiers romans traduits. Donc l'idée là cette année, ça va être vraiment de découvrir la littérature allemande et l'Allemagne. Avant de se plonger dans les romans qui seront présentés plus amplement par Gérard Medal cet après-midi, on a décidé, comme souvent, de vous concocter une petite présentation du pays qui va être à l'honneur, donc de l'Allemagne, avec Sébastien Vanier, qui est journaliste, qui va intervenir en direct de Berlin, qu'on a découvert nous parce qu'il avait écrit un petit livre aux ateliers Henri Dougier qui s'appelle Les Allemands décomplexés, qui nous permettait de découvrir un petit peu l'Allemagne autrement à travers différentes thématiques. Et on a donc voulu l'inviter aujourd'hui pour nous parler un peu des enjeux contemporains de l'Allemagne aujourd'hui, puisque vous le verrez, dans notre belle sélection du prix des lecteurs, on a des axes historiques très forts, pour cette présentation du pays, on a voulu prendre un peu le contre-pied aussi. Donc commencer dans l'histoire, mais avoir aussi une vision de l'Allemagne d'aujourd'hui et peut-être essayer de se détacher un petit peu de certaines idées reçues ou certains préjugés qu'on peut avoir, et voilà, avoir une vision de quelle est la vie en Allemagne aujourd'hui. Je pense que je n'oublie rien pour l'instant et je vais donc laisser la parole à celui qu'on est venu écouter, c'est-à-dire à Sébastien Vanier. Bonjour à toutes et à toutes et merci d'être venus aussi nombreux pour cette présentation. Mais en introduction, j'aurais d'abord voulu me pencher sur quelques points historiques, puisque justement les livres qui vont vous être présentés cet après-midi, alors moi j'ai la chance d'avoir déjà appris quel titre serait présenté, donc savoir un petit peu le contexte aussi historique des livres présentés. Et donc voilà, j'ai choisi, alors je ne vais pas vous faire une frise chronologique de l'histoire de l'Allemagne de 1870 à aujourd'hui, ça je pense que ce n'est pas forcément intéressant, mais plutôt me pencher sur 2 points précis. Et le premier, donc, ce sera la question des années 20 en Allemagne, et ensuite la période juste après la chute du mur. Alors, comme je le disais, pour faire une
une introduction sur 2 points, juste sur 2 points historiques qui seront éventuellement intéressants pour les livres de la sélection. D'abord, un point sur les années 20. Les années 20 en Allemagne, alors les années 1920 en Allemagne, justement. Donc, ce qui correspond plus ou moins à la République de Weimar, donc entre la fin de la Première Guerre mondiale et l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. Pourquoi c'est intéressant? Alors, outre le fait que c'est dans le contexte historique d'un des livres, parce que c'est un point d'intérêt, voire même de fascination actuelle en Allemagne et à l'étranger. Parce que ces années 20 sont les années folles en Allemagne. C'est ce qui s'appelle l'âge d'or de la culture allemande, avec les premiers grands réalisateurs allemands, par exemple, comme Fritz Lang ou comme Murnau, donc avec les grands films comme Metropolis devenus cultes. C'est l'époque aussi de Bertolt Brecht, de l'opéra de Katsu présenté à Berlin avec la musique de Kurt Weill. Voilà, donc tous ces grands noms qui montrent un petit peu l'intérêt, la fascination qui reste pour les années 20, alors qu'on voit dans l'exemple de la série télévisée Babylon Berlin, par exemple, qui marche très bien en Allemagne, mais c'est assez rare pour le dire, marche aussi très bien à l'étranger et ne correspond pas forcément aux préjugés qu'on avait sur les séries télévisées allemandes jusque-là. Alors, juste pour info, vous le savez certainement, mais la série Babylon Berlin est tirée elle-même d'un roman qui s'appelle Der Nassefisch de Volker Kutscher et qui a été traduit en français, donc Le Poisson mouillé. Donc voilà, donc c'est pour faire le point sur cette période qui aussi est intéressante parce que souvent on essaye de voir à quel point cette période des années 1920 résonne avec notre période actuelle des années 2020. Voilà, c'est une période d'incertitude, une période avec une certaine violence aussi, la montée des extrêmes. Voilà, donc on peut essayer de faire des comparaisons, même si c'est très compliqué et même si l'histoire ne se répète pas forcément. Et aussi parce que voilà, ces années 20, c'était juste après la Première Guerre mondiale aussi une période d'espoir, de renouveau en Allemagne et au niveau international. À l'intérieur de ces années 20, encore là, une petite parenthèse que je voudrais préciser sur le mouvement du Bauhaus. Donc là, je vous présente sur la photo le bâtiment du Bauhaus à Dessau. Donc le Bauhaus, c'est une école d'architecture qui a été créée en 1919, donc qui fait partie, encore une fois, de ce mouvement de développement culturel de cette époque-là. Et voilà, avec des noms très connus comme Walter Gropius, qui a été le premier directeur de la Bauhaus, des artistes importants comme Paul Klee, comme Kandinsky, qui en ont fait partie. Et donc, ce mouvement artistique, en fait, qui est né de l'école d'architecture, a eu plusieurs lieux, donc Weimar, Dessau, qu'on voit ici, et Berlin. Et donc, tout ça a dû être fermé avec l'arrivée des nazis au pouvoir, qui considéraient cet art, comme beaucoup d'autres œuvres, comme de l'art dégénéré. Ça, c'était le premier focus historique. Et comme je vous disais, je ne vais pas faire toute la frise chronologique dans cette introduction. Le deuxième, c'est sur la période de la chute du mur, ou plutôt sur la période juste après la chute du mur, puisque je pense que voilà, la question des chutes du mur est relativement connue aussi, sur un point qui est la création des archives de la Stasi. Puisque là encore, c'est un point qui sera intéressant dans le contexte d'une des œuvres sélectionnées dans le cadre de votre festival. Pour savoir qu'en fait, en tout début 1990, en fait, la centrale de la Stasi à Berlin a été occupée par des manifestants qui voulaient absolument éviter que les documents soient continués à être broyés, à être éliminés pour pouvoir conserver ces archives de la Stasi. Et en fait, le jour même de la réunification, donc le 3 octobre 90,
a été nommé un chargé de ces archives, de ces documents de la Stasi. Alors, c'était à l'époque Joachim Gauck, que vous voyez ici, qui était chargé de ça. Et en fait, c'est-à-dire les lois concernant ce nouvel organisme sont entrées en vigueur fin 91. Donc, c'est aussi là un épisode important puisqu'on se retrouve 30 ans après cette histoire. Et donc, il faut savoir que cet institut, cet organe, les archives de la Stasi, a deux grandes missions. Alors, d'un côté, c'est d'essayer de récupérer, donc c'est aussi là un épisode important de ces archives-là, en sachant qu'il y en a beaucoup qui ont déjà été broyées. Donc, il y a tout un procédé pour essayer de récupérer ces archives, un travail qui est extrêmement laborieux. Et la deuxième mission, c'est de pouvoir permettre la consultation de ces archives. Alors, évidemment, pour les historiens, pour la recherche, pour les médias, mais aussi pour les personnes concernées qui peuvent donc s'inscrire et vérifier s'il y a eu des dossiers sur eux qui ont été faits au moment de l'Allemagne de l'Est. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, il y a quand même 111 kilomètres d'archives, 1,7 million de photos, 30 000 films, 4 500 fiches, pardon. Oui, non, c'est ça, 4 500 dossiers avec 41 millions de fiches et 10 000 disquettes. Voilà, il faut avoir encore les ordinateurs pour pouvoir les lire. Donc voilà, il y a ces archives qui sont à Berlin et ensuite des annexes dans différentes villes. Voilà. Alors, c'est la fin de l'introduction avec cette partie historique. Est-ce qu'il y a déjà des questions là-dessus? Alors, je vois une question qui est devenue Joachim Gauck. Effectivement, j'ai oublié ce détail extrêmement important pour dire que Joachim Gauck était quand même devenu président de la République allemande après. Donc, c'est plus lui qui est en poste. Alors, il a été effectivement très connu pour son rôle dans les archives de la Stasi. Et il a été ensuite élu président de la République. Alors, en sachant que ce n'est pas du tout le même rôle que président de la République français, donc on ne parle pas ici du chancelier, mais bien du rôle de président de la République. Voilà, c'est pour ça que c'est important de nommer son nom. Et merci de me le rappeler. Et on passe donc aux 4 thèmes que j'aimerais discuter avec vous. Alors, il y en a un qu'on ne pourra pas éviter, c'est la crise sanitaire. Si je vous parle de l'Allemagne d'aujourd'hui sans parler de la crise sanitaire, ce serait incomplet, forcément. Ensuite, l'année en Allemagne sera marquée par de nombreux enjeux électoraux, dont notamment la grande élection fédérale de fin septembre, qui va marquer toute l'année. Donc ça, je vous en parlerai aussi. Dans un troisième temps, et tout ça est lié forcément, ce sont les défis d'avenir de la société allemande, où j'ai listé l'économie, la démographie et l'écologie. Et dans un quatrième temps, le sujet de la littérature aujourd'hui. Et ce quatrième temps, en fait, j'aurais plutôt vu ça comme un dialogue avec vous, une discussion sur la littérature allemande et sur le fait de savoir comment et quel livre arrive à passer les frontières d'un côté à l'autre. Alors, je commence donc évidemment par le sujet de la crise sanitaire. Alors, pour ça, je pense qu'il faut... on peut évidemment commencer par le bilan chiffré, puisque c'est malheureusement ce qui nous abreuve quotidiennement dans les médias en France et en Allemagne, de savoir où est-ce qu'on en est, où est le taux d'incidence, combien de cas en tout, combien de décès. Je peux vous présenter les chiffres rapidement. Ce qui m'intéressera plus après, c'est de savoir comment les analyser, éventuellement les différences entre les deux pays, parce que les chiffres bruts, malheureusement, ne traduisent pas la dure réalité qu'il y a derrière. Alors, voilà, ça c'est des courbes que vous connaissez forcément.
Je vous les présente quand même une fois pour qu'il y ait la comparaison entre les deux pays. Donc, où on voit que les principes de première vague, deuxième vague, troisième vague sont en soi les mêmes, mais dans des proportions différentes. Là, on voit les nombres de cas par rapport à la population. Donc, pour info, puisqu'il faut donner une fois les chiffres, il y a eu 3,3 millions de cas en Allemagne contre 5,5 en France et on en est à 82 000 décès en Allemagne alors que la France a dépassé les 100 000 il y a quelques temps. Donc voilà, en sachant que la population est plus élevée en Allemagne, ça explique aussi que ces courbes soient beaucoup plus, ces courbes par population soient beaucoup plus élevées en France. Je continue avec le deuxième chiffre, mais ce sera le dernier. On a ici les questions de vaccins. Là, vous voyez que les courbes sont à peu près les mêmes. Alors, il y a eu, je sais, beaucoup de discussions en France au départ parce que ça a mis du temps à démarrer. Ce qu'on voit un petit peu en début de courbe, mais finalement, on voit que les courbes prennent la même direction, la même dimension. Alors, effectivement, sur les derniers jours, l'Allemagne semble aller un petit peu plus vite, sûrement aidée par le fait qu'il y a eu un gros démarrage dans les cabinets médicaux. Ce qui fait que ces derniers jours, effectivement, les chiffres sont extrêmement élevés. Cela dit, ce qui m'intéressait le plus, c'était de discuter surtout de l'évolution organisationnelle qui a eu lieu en Allemagne sur la crise sanitaire. Alors, vous en rappelez, lors des premières vagues, on a parlé du bon élève allemand, puisque les chiffres, surtout des décès, étaient beaucoup plus faibles qu'en France. Il y a eu beaucoup de tentatives d'explication pour savoir pourquoi c'était le cas. Alors, le nombre de lits, par exemple, était plus grand au départ en Allemagne qu'en France. Le nombre de tests était aussi plus important. Alors, quand on parle des différences organisationnelles entre les deux pays, il est important aussi de revenir un petit peu sur ce dont on parle. Quand on parle de confinement, on ne parle pas du tout de la même chose en France et en Allemagne. Alors déjà, confinement à la française, il n'y a pas de traduction allemande, puisque les Allemands prennent le terme de lockdown, pas du tout allemand du coup, et on n'entend pas la même chose sous ces termes-là. Alors, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en France, il n'y a jamais eu d'attestation de sortie. Jusqu'à aujourd'hui, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'attestation de sortie. On peut sortir pour n'importe quelle raison, a priori. Jusqu'à la semaine dernière, il n'y a jamais eu de couvre-feu non plus. C'est-à-dire que depuis 10 jours à peu près, il y a on va dire des mesures de sécurité, des mesures d'urgence qui ont été mises en place au niveau fédéral sur l'ensemble du pays avec un couvre-feu. Mais avant, ça n'avait jamais existé de manière nationale. Ça avait pu exister de manière très localisée dans les clusters de corona. Et donc, en fait, le terme de ce qui correspond au couvre-feu n'est appliqué que depuis 10 jours à peu près, en sachant que le couvre-feu allemand commence à 22 heures et il y a encore la possibilité d'aller se promener après. Donc, voilà, quand on parle de confinement, on ne parle pas de la même chose. Il y a le droit d'aller courir aussi après 22 heures. Pas forcément la meilleure heure pour aller courir, mais il y a le droit. Tout seul. Donc voilà, je pense que c'était important de rétablir ces questions-là pour voir que voilà, quand on parle de confinement en Allemagne, alors il y a même eu des confinements light, alors que je vous explique déjà que les définitions du confinement sont quand même moins restrictives en Allemagne. Il y a eu du confinement light et du confinement dur, mais même dans ces périodes-là de confinement dur, on n'a pas eu ces attestations, on n'a pas eu jusqu'à il y a 10 jours, il n'y a plus ces couvre-feux et il n'y a pas non plus de limite de déplacement, comme c'est, me semble-t-il, le cas en France avec, alors il y a eu 1 km, 100 km, 10 km. J'avoue que je ne sais plus exactement où est-ce qu'on en est en France, mais ça n'a pas été appliqué en Allemagne. Alors,
je reviens donc sur l'évolution des différentes vagues, maintenant qu'on a un peu placé ces définitions. Donc, je vous parlais de la première vague, du fait qu'à ce moment-là, il y avait eu beaucoup plus de tests en Allemagne, et c'est lié notamment à une personne. Ici, donc, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un virologue qui s'appelle Christian Drosten. Je vois que j'ai fait une faute de frappe en écrivant son prénom, excusez-moi. Christian Drosten, qui est le chef du service de virologie à l'hôpital de la Charité à Berlin, et qui en fait est un spécialiste du sujet depuis longtemps, puisque déjà en 2003, il avait mis en place le diagnostic du SRAS, et cette année, en 2020, il a mis aussi très rapidement en place un test de dépistage. Et alors, outre on va dire son activité médicale de virologue, il a été extrêmement présent dans les médias dès le début. Et il avait notamment, pendant cette première vague, un podcast où il présentait tous les jours son bilan, son analyse. Et ça a été un podcast extrêmement suivi à cette époque-là, à tel point qu'il a reçu, à travers ce podcast, différents prix journalistiques, ce qui est quand même relativement rare. Et donc voilà, c'était un peu la figure la plus importante de cette première vague. Après, ça a été un peu plus compliqué. Mais voilà, c'était lui qui était au centre de l'attention. Alors ensuite, pour continuer rapidement là-dessus, vous avez sûrement aussi entendu parler que, on va dire, cette unité qui était là au départ a été beaucoup plus compliquée déjà à partir du déconfinement du printemps dernier, avec le fait que les régions, les Bundesländer allemands, donc, ont voulu un petit peu faire de manière indépendante leur sortie de déconfinement, leur sortie de confinement, donc leur déconfinement, et ce qui a rendu les règles beaucoup plus difficilement lisibles pour savoir quelles sont les règles appliquées dans quelles régions sont déjà sorties, où est-ce que les écoles sont ouvertes, où est-ce que les écoles ne sont pas ouvertes, alors qu'on avait une espèce d'harmonie, d'union pendant le premier confinement. C'est devenu très compliqué à partir de là, et ça a empiré jusqu'à aujourd'hui, puisque donc à l'automne dernier, les régions qui sont donc très importantes sur ces questions sanitaires ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord. Et Angela Merkel, qui voulait une politique restrictive et un confinement plus rapide, n'a pas réussi à se faire entendre de ces régions. Et c'est le cas quasiment jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a quand même une cacophonie entre les régions qui a longtemps continué, et jusqu'à la mise en place fédérale, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 10 jours, de mesures d'urgence où l'État fédéral a repris la main sur les régions en disant qu'à partir d'un taux d'incidence de 100, il y aurait donc désormais des mesures qui seraient prises au niveau fédéral. Alors, voilà, on est dans une période, du coup, là, une période de crise sanitaire qui se transforme aussi en crise politique. Alors, vous avez peut-être aussi entendu parler du fait qu'il y avait eu des scandales de corruption autour des masques en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a des députés qui ont touché des commissions pour avoir aidé des entreprises à obtenir des ventes de masques. Et le deuxième gros enjeu politique, c'est qu'il y a tout un mouvement d'opposition, de protestation qui s'est mis en place contre les mesures Corona. Alors, c'est un mouvement qui s'appelle Querdenker. Querdenker, alors c'est difficilement traduisible, mais c'est ceux qui ne pensent pas comme les autres, on va dire ça comme ça. Au départ, le mouvement s'appelait Querdenker 711, donc 711, qui correspond au numéro de téléphone de Stuttgart, puisque c'est un mouvement qui est né à Stuttgart. Ce mouvement de protestation, il est très hétérogène, alors c'est difficile de lui mettre une étiquette politique. On a des milieux ésotériques, on a des complotistes, on a des groupes d'extrême gauche, l'extrême droite est aussi dedans, a une tendance à essayer d'instrumentaliser ce mouvement.
Mais c'est un groupe extrêmement hétérogène. Il y a aussi évidemment beaucoup de personnes voilà, qui ont beaucoup perdu pendant cette crise-là. Et donc, c'est un mouvement difficile à étiqueter. Et alors, en sachant qu'il y a quand même des tendances extrêmes dans ce mouvement-là, ce qui font que le mouvement est désormais surveillé par les renseignements généraux en Allemagne, ce qui est une procédure compliquée, qui veut dire qu'ils sont inquiets de l'évolution de ce mouvement-là. Avant de faire le lien avec du coup cette crise politique et la situation politique actuelle, je voulais savoir s'il y avait déjà des questions sur cette première partie sur la crise sanitaire. Une question qui arrive. Sur les frontières. Oui, concernant les frontières, quelle politique a mené l'Allemagne? Alors, ça a beaucoup évolué au fil du temps. Alors, on sait que pendant la première vague, effectivement, la frontière, alors notamment la frontière franco-allemande a été fermée, ce qui a donné des images difficiles quand même de voir ces frontières fermées. Symboliquement, c'était compliqué. Dans la deuxième partie, ce qu'on a entendu assez rapidement, c'est qu'en fait, l'Allemagne et donc l'organisme de suivi qui s'appelle le Robert Koch Institute, donc l'Institut Robert Koch, fait des classements des différentes régions. Alors, il y a les régions à risque, bon, ça, il y en a beaucoup, et il y a les régions à fort risque, il y a les régions à fort risque de mutation. Et à un moment, vous l'avez sûrement entendu parler, c'est la Moselle qui était concernée, où les voyages étaient beaucoup plus compliqués d'un pays à l'autre. Ensuite, les régions, petit à petit, les régions françaises sont passées en zone à haut risque. Alors, les voyages ne sont pas impossibles. C'est-à-dire que, notamment sur la région transfrontalière, les leçons de la première vague ont un peu été tirées quand même. Et pour les transfrontaliers, c'est devenu possible. Alors, il y a des questions de tests pour savoir si ces personnes-là devaient faire un test à chaque fois qu'elles venaient, 2 fois par semaine. Évidemment, il y a des milliers de personnes qui transitent entre ces régions-là tous les jours. Alors ouais, les voyages d'un pays à l'autre sont possibles alors des fois pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles. C'est possible d'aller d'un endroit à l'autre. Après, il y a des questions de quarantaine qui sont très différentes selon la situation, selon la question pour laquelle on vient, selon la longueur du séjour aussi. Des fois, ça dépend si on vient plus de 3 jours, plus de 5 jours. Et donc, voilà, il y a une quarantaine qui peut s'appliquer ou pas. Et comme c'est le cas en France, évidemment, tout le monde discute actuellement de savoir à quel point ces règles vont pouvoir être levées pour les personnes vaccinées. Pour l'instant, c'est pas décidé, mais voilà, ça va être l'évolution normale. Je pense que ce changement va intervenir rapidement. Je continue donc sur la deuxième partie, sur les enjeux électoraux. Alors, donc vous le savez sûrement, on a des élections fédérales cette année. Juste pour vous présenter d'où on part, ça c'est la composition du Parlement allemand, enfin du Bundestag allemand aujourd'hui, donc à partir des élections qui ont eu lieu en 2017. Donc avec une majorité pour les 2 grands partis, CDU, CSU de droite, le SPD à 20%, et ensuite le premier parti d'opposition, qui est donc l'AfD, Alternative für Deutschland, parti d'extrême droite, à 12%. Et là, c'est important de noter pour la suite le score des Verts à l'époque, qui était donc de 9%. Il représente aujourd'hui 9% du Parlement allemand. Et je vais vous présenter le dernier sondage pour que vous puissiez faire la comparaison. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans les sondages, donc il reste évidemment un sondage, pour les élections qui ont lieu en septembre, on est passé, l'élément le plus important évidemment, c'est que ce sont les Verts qui sont actuellement en tête des sondages avec 28%, la droite à 22%, donc la droite continue à baisser, le SPD continue à baisser à 13%,
les trois autres partis, donc AfD extrême droite, FDP, les libéraux, Die Linke, parti de gauche, sont à peu près stables par rapport à l'élection précédente. Alors, je commence rapidement par le parti au pouvoir, donc dans cette deuxième partie politique, sur le parti au pouvoir, la CDU d'Angela Merkel. Alors, l'enjeu le plus important, évidemment, c'est qu'on arrive à la fin des 16 années d'Angela Merkel comme chancelière et que voilà, ces 16 années sont considérées en Allemagne, comme, surtout à l'étranger d'ailleurs, un peu comme le règne de la stabilité, que Angela Merkel a accompagné l'essor économique de son pays. Alors, elle l'a accompagné parce qu'elle a pu profiter des réformes controversées qui ont été faites avant elle. Ces 16 années, voilà, c'est une période de prospérité économique, mais en même temps aussi d'une pauvreté d'une certaine partie de la population. Ces 16 années, ça correspond à un renouveau de l'Allemagne sur la scène internationale, de Berlin comme capitale culturelle, même de l'équipe de foot qui est devenue championne du monde en 2014. Voilà, ça a participé à beaucoup changer l'image de l'Allemagne. Mais il se trouve que Merkel, politiquement, a quand même réussi pendant ces années à éliminer beaucoup de ses rivaux en interne, ce qui fait qu'aujourd'hui, sa succession est extrêmement compliquée. Alors, vous l'avez sûrement vu, j'avance, ce sera finalement Armin Laschet, qui sera le candidat de la droite aux élections de septembre. Alors, il a dû faire face à des rivaux plus conservateurs en interne. Lui, il incarne une ligne qui est relativement proche de celle d'Angela Merkel. Alors, pour le présenter rapidement, il vient d'Aix-la-Chapelle. Il est président de la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, donc la plus grande région en termes de population en Allemagne depuis 2017. Et il a été élu de peu. Il a été élu président de la CDU, donc du parti de droite, en janvier. Voilà, donc il vient tout juste d'être élu, mais déjà, ça a été compliqué de faire sa place. Et donc maintenant, il doit un petit peu recoller les morceaux de son parti, et notamment avec ses alliés bavarois. Donc voilà, ça c'est du côté de la droite. Du côté des Verts. Alors, il faut savoir que y a, comme je vous l'ai montré dans les chiffres et dans les sondages que vous avez vus, il y a une montée très importante des Verts depuis 4 ans et surtout depuis 2 ans, depuis 2019, qui est beaucoup liée au développement des questions climatiques. Alors, c'est partout le cas, mais c'est en Allemagne extrêmement flagrant. Notamment le mouvement Fridays for Future qui a eu énormément de succès en Allemagne. Là, vous avez une image d'une grande manifestation qui a eu lieu en fin 2019 à Berlin. Et ce mouvement a beaucoup poussé la montée des Verts qui était, avant la période du Corona, qui était déjà montée au-dessus des 20% d'intention de vote. Et alors, il y a eu une stagnation pendant la période Corona qui... cette période de crise sanitaire a, dans un premier temps, profité à la droite au pouvoir et à Angela Merkel, comme on disait, qui avait réussi à gérer le début de crise. Voilà, désormais, c'est de nouveau les Verts qui redécollent, et notamment grâce à leur candidate. Donc là, vous voyez donc la candidate nommée par les Verts, Annalena Baerbock, qui vient donc d'être choisie la semaine dernière. Et donc, il y a tout à parier pour que en fait, la chancellerie se dispute entre Armin Laschet, qu'on a vu tout à l'heure, et Annalena Baerbock, qu'on voit ici. Alors, c'est assez rare pour être souligné. Les Verts ont réussi à se mettre d'accord harmonieusement pour choisir leur candidat. Ce qui fait figure d'exception en Allemagne et
pourrez me dire ce que vous en pensez par rapport à la comparaison française. Et grâce au fait que voilà, ils ont réussi à choisir leur candidate de manière relativement calme, ça donne une image du parti beaucoup plus, enfin voilà, avec un programme beaucoup plus pragmatique que ce qu'on pouvait avoir comme préjugé sur les Verts et sur les Verts allemands. Et ce qui fait que voilà, 4-5 mois avant l'élection, c'est eux actuellement qui sont en tête des sondages. Et ces 4 et 5 mois vont être très longs. Et Annalena Baerbock, voilà, qui est une candidate jeune, qui est en fait députée du Brandebourg depuis 2 mandats, est attendue au tournant, mais et porte aussi des espoirs des Verts et a priori aussi de la gauche, puisque, comme vous l'avez vu, normalement, le parti principal de gauche, la SPD, est actuellement clairement derrière les Verts. Le troisième parti dont je voulais vous parler rapidement, pour savoir où on en est là-dessus, c'est donc l'AfD, Alternative für Deutschland, donc parti d'extrême droite, créé il y a peu, donc en 2013, à l'époque avec les déçus de la droite traditionnelle et déçus d'Angela Merkel et de sa politique européenne. Et ce parti-là s'est radicalisé petit à petit par les changements de président. Et voilà, on n'est plus là dans les déçus d'Angela Merkel, on est clairement sur un mouvement d'extrême droite. Qui a gagné beaucoup en voix au moment des questions migratoires et l'arrivée des demandeurs d'asile en 2015-2016. Ça a été le cœur de leur programme. Ils l'ont beaucoup utilisé à ce moment-là. Alors, ils l'utilisent toujours aujourd'hui, en sachant que le débat est beaucoup moins fort dans la société allemande. D'un côté, parce que les questions sanitaires, les questions climatiques ont pris le dessus. Deuxièmement, parce que les arrivées de demandeurs d'asile ont beaucoup baissé, j'y reviendrai tout de suite. Et le dernier point sur l'AfD, c'est que là, vous pouvez voir sur ce graphique qu'il y a quand même une différence relativement claire entre leur score à l'Est, où ils ont un mouvement plus radical et plus fort. Donc là, vous voyez, en fait, les graphiques les plus élevés sont dans les régions de Thuringe, Brandenburg, Saxe, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern et Saxe-Anhalt, qui sont donc toutes les régions de l'Est, si on compte Berlin entre l'Est et l'Ouest. Et alors, c'est un mouvement qui devra être suivi cette année, puisqu'il y a encore une élection, par exemple, en Saxe-Anhalt en juin, Mecklenburg-Vorpommern en septembre, parce que voilà, à côté des élections fédérales, il y a d'autres élections régionales qui accompagnent l'année électorale. Sur cette partie politique, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il nous restait une question, mais je pense que c'était sur la partie d'avant qu'on n'avait pas eu le temps de lire, qui était juste que pensent les Allemands de la politique européenne sur la gestion de la crise? Alors, on est du coup sur la thématique précédente, mais... On rejoint les deux, questions politiques et sanitaires. Alors, comme ça a été le cas en France, je pense que les Allemands ont été assez déçus de l'absence de politique européenne au départ, au moment de la première vague. Alors, sur les questions de frontières, il faut dire que l'Allemagne a pris aussi un peu son indépendance sur le sujet, donc n'avait à ce moment-là pas beaucoup à critiquer l'Europe, puisque c'est eux qui aussi ont pris eux-mêmes leurs décisions. Sur la question des vaccins, alors, il faut savoir qu'en France, au moment où on parlait de scandale des vaccins parce que ça allait pas assez vite, où on regardait l'Allemagne où ça allait plus vite, en Allemagne, c'était exactement le même débat et les mêmes plaintes sur le fait que ça n'allait pas assez vite et que c'était peut-être dû à une politique de commande enfin voilà, pas assez claire, pas assez efficace de l'Union européenne. Et depuis d'ailleurs, le ministre de la Santé allemand n'hésite pas à faire des appels du pied, notamment quand il y a eu les discussions pour commander des doses de Sputnik, où le ministre de la Santé allemand a dit qu'il ferait tout seul si l'Europe n'avançait pas assez vite sur le sujet.
Voilà, sur Sputnik, on en entend moins parler actuellement. Les commandes de Sputnik, en tout cas, on entend moins parler en ce moment parce que aussi les vaccins BioNTech Pfizer sont arrivés en masse aussi en Allemagne. Donc voilà, disons que ça a été aussi compliqué avec l'Europe que ça a été, à mon avis, dans le débat français. D'accord. Pour la question sur Die Linke, donc le parti qui correspond à la gauche de la gauche, donc, le parti reste stable. Il y a très peu de mouvements d'un côté comme de l'autre. C'est un parti aussi qui a plus d'électorat à l'Est qu'à l'Ouest. Mais comme je vous dis, là, depuis les dernières élections, il y a 4-5 ans, c'est un mouvement très stable. Voilà. Pas beaucoup de mouvements dans un sens ni dans l'autre. Et les Verts ont-ils des chances de remporter des Länder? Alors, comme vous le savez sûrement, les Verts ont remporté en mars la grande région du Baden-Württemberg, donc la région de Stuttgart, une région qu'ils ont conservée en augmentant leur score. A priori, dans les régions qui arrivent, il y a pas mal de régions à l'est. Et alors, celle-là, c'est sûr que les Verts vont pas les... Enfin, c'est sûr. C'est très probable que les Verts vont pas les remporter. Par contre, il y a une élection le même jour que les élections fédérales à Berlin. Berlin élira donc... Voilà, à Berlin, c'est une ville-État, donc c'est une région et une ville en même temps. Et là, les Verts sont aussi clairement en tête des sondages à Berlin. Donc, il est probable que le 26 septembre, il y ait une nouvelle maire verte. Et donc, c'est possible que le même jour, on ait une nouvelle maire verte à Berlin et une nouvelle chancelière verte à la chancellerie allemande. Selon l'état actuel des sondages, mais c'est encore très loin. Je continue. On a juste donc, une autre question. Pardon. On a une autre question qui est arrivée. La gauche allemande subit le même effondrement que tous les partis de gauche traditionnels allemands? Alors, très bonne question. Alors, si on parle de la gauche allemande comme le SPD, donc le Parti social-démocrate allemand, il faut savoir effectivement que ce parti est en claire régression, comme là on l'a vu sur les 2 premiers graphiques que je vous ai montrés. Mais alors c'est le cas depuis une dizaine d'années maintenant. Et en fait, la gauche allemande a beaucoup subi le fait d'être, on va dire, phagocytée par Angela Merkel dans la grande coalition, puisque la gauche et la droite allemande sont ensemble dans la grande coalition depuis 8 ans. Et en fait, Angela Merkel arrive à chaque fois à reprendre les réformes de son partenaire junior, comme on l'appelle. Et donc, le SPD, même avec ses réformes, donc par exemple, le salaire minimum, qui a été une idée du SPD, une réforme du SPD, et c'est Angela Merkel qui l'a appliqué en tant que chancelière, et donc le SPD n'a pas réussi à en tirer profit. Et donc, le SPD est en baisse régulière depuis une dizaine d'années à peu près. Alors, c'est difficile à comparer avec le cas français quand même, parce qu'il y a une structure derrière qui est beaucoup plus importante. La structure du SPD est beaucoup plus importante que celle du PS français. Quand je vous parle des élections régionales, en mars, le SPD a encore réussi à gagner une région de Rhénanie-Palatinat, enfin de conserver une région. Donc voilà, ils sont encore capables de victoire électorale. Mais voilà, ils subissent, comme dans beaucoup de pays européens, ils subissent cette érosion des partis traditionnels, de la droite et encore plus de la gauche actuellement en Allemagne. Et ils arrivent actuellement, enfin voilà, à peu près entre 12 et 15% des sondages. Après, il faudra voir en septembre, puisque donc l'Allemagne a un scrutin proportionnel, il faudra voir en septembre comment ces différentes forces vont pouvoir s'allier. Est-ce que, par exemple, les Verts vont s'allier à la gauche et à l'extrême gauche pour former une coalition? Est-ce que les Verts vont s'allier à la gauche et aux libéraux pour former une coalition? Donc voilà, ça pourrait permettre à la gauche de rester dans le jeu. Il y a une question sur le départ d'Angela Merkel. Alors voilà, ce sera forcément une transition, au moins dans le style. Il faut savoir que les deux
candidats qui ont les chances les plus importantes à la chancellerie, donc Armin Laschet de la CDU et Annalena Baerbock des Verts, ne sont pas non plus des radicaux d'un côté ou de l'autre. Donc surtout Armin Laschet est vraiment dans la lignée d'Angela Merkel. Armin Laschet est un ancien député européen. Il est actuellement, je pense que c'est encore le cas, il est encore chargé des relations culturelles entre la France et l'Allemagne. Il vient d'Aix-la-Chapelle. Enfin, il y a quand même enfin, voilà, une orientation européenne certaine chez Armin Laschet. Donc, je pense que de ce côté-là, il n'y aura pas vraiment si c'est lui qui est élu, il n'y aura pas vraiment de grosses césures sur ce point-là. Si c'est Annalena Baerbock, forcément, il y aura des discussions qui changeront. Parce que entre la CDU et les Verts, même si les Verts se rapprochent quand même pas mal du centre, les Verts allemands se rapprochent pas mal du centre, il y aura quand même des différences. Alors, notamment alors, elle est aussi très pro-européenne. Elle est aussi passée par le Parlement, alors pas en tant que députée, mais elle est aussi passée par le Parlement européen, donc elle sait comment ça marche. Sur les questions de politique extérieure, elle est par exemple, elle veut retirer le soutien de l'Allemagne à Nord Stream 2, donc le pipeline. Là, on peut penser qu'il va y avoir des questions de politique étrangère qui vont être plus tendues. On va dire ça comme ça. De même que sur les objectifs d'armement de l'OTAN, par exemple, les Verts n'ont pas du tout la même position et ne veulent pas reconnaître ces objectifs de 2% de l'armement de l'OTAN. Voilà, sur ces questions de politique étrangère, si c'est les Verts qui arrivent au pouvoir, il y aura quand même là pas mal de choses à rediscuter au niveau européen. Je continue donc. Alors, je passe sur la troisième partie, sur les défis d'avenir de la société allemande, alors qui sont liés à ce dont on a parlé jusque-là et qui sont liés aussi entre eux. Donc, c'est les questions d'économie, les questions de démographie et les questions climatiques. Alors, comme c'est le cas en France, évidemment, l'Allemagne mise sur le rebond économique. Ils ont perdu 5% de croissance en 2020, donc moins qu'en France. Et ils attendent, me semble-t-il, 3,5 pour cette année. Il y a eu une baisse énorme des exportations de 10% en 2020. Ils attendent une croissance à peu près équivalente pour cette année. Il y a eu évidemment énormément d'aides publiques. Alors là, je cite par exemple la Lufthansa, qui a reçu 9 milliards d'aides dans le cadre de la crise sanitaire. Tout ce qui est les organismes de voyage comme TUI, par exemple, qui ont aussi reçu des aides. Le chômage qui était très bas en Allemagne a un petit peu augmenté. Donc, avant mars 2020, enfin en mars 2020, on était à 5%. Aujourd'hui, on est un peu au-dessus de 6%. Sur les questions démographiques, rapidement. Là, c'est aussi intéressant de voir qu'on a une diversification très importante de la population allemande. Il faut savoir que dans les derniers chiffres, il y a 26% des 82 millions d'Allemands qui sont considérés comme, en allemand, mit Migrationshintergrund, c'est-à-dire d'origine immigrée. C'est-à-dire que soit eux, soit leurs parents sont nés à l'étranger. Donc, et sur ces 20 millions de personnes concernées, il y a 10 millions d'Allemands avec une origine immigrée et 10 millions d'étrangers. Les pays les plus représentés dans ces populations, c'est des personnes originaires de Turquie, de Pologne, de Russie, de Syrie, de Roumanie, d'Italie. Et alors spécifiquement, parce que ça a été une question qui a été beaucoup abordée en France aussi, sur les demandeurs d'asile. Alors il faut savoir qu'en 2015-2016, on a eu en tout à peu près 1,1 million de demandeurs d'asile qui sont arrivés en Allemagne, principalement en Syrie, Afghanistan et Irak, et que ce chiffre a énormément baissé désormais, puisqu'on en est à peu près 120 000 en 2020. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ces questions migratoires sont beaucoup moins au centre du débat politique et du débat de société allemand aujourd'hui. Et il y a environ entre 40 et 50% de ces demandeurs d'asile de ce moment-là qui aujourd'hui ont un emploi en Allemagne,
Alors, en sachant que ces chiffres ont baissé pendant la crise, forcément, parce que dans beaucoup de cas, c'était des emplois relativement précaires qui ont été les premiers touchés par la crise. Et donc, ce chiffre a baissé désormais. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est quand même voilà, une diversification importante de la population allemande. Et ce qui touche aussi, pour faire le lien entre les deux sujets abordés tout de suite, ce qui touche aussi l'économie, puisqu'il y a beaucoup de créations d'entreprises qui se font par des personnes d'origine étrangère, et que l'exemple le plus symbolique de cette année, évidemment, c'est les deux fondateurs de BioNTech à Mayence, qui sont tous les deux d'origine turque, et voilà, qui ont permis qui ont permis de mettre en avant aussi une image plus modernisée de la société allemande. Un chiffre à retenir aussi sur ces questions démographiques, alors là vous pouvez le voir sur ce graphique-là, où on a d'un côté les naissances et de l'autre côté les décès en Allemagne. Et donc vous pouvez voir que sur le graphique, en fait, il y a une césure en 1972 à peu près, et que depuis, en fait, il y a plus de personnes qui meurent en Allemagne que de personnes qui naissent en Allemagne. Donc ça fait quasiment 50 ans maintenant que la population baisse, et en fait que cette évolution est compensée par l'immigration. Donc l'immigration évidemment calculée entre les départs et les arrivées en Allemagne. Et alors sur 2020, il n'y a pas eu d'évolution du tout. Les chiffres ont complètement stagné. Donc la population allemande a gardé les mêmes chiffres de 2019 à 2020. Le troisième défi, comme je vous l'indiquais au départ, c'est les questions d'énergie et les questions climatiques. Voilà, parce qu'on entend beaucoup parler des énergies renouvelables en Allemagne, et il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les chiffres actuels, je vous le traduis, vous inquiétez pas, là on parle de production d'électricité brute en 2020, on est donc à 45%, c'est le chiffre que vous voyez en bleu, d'énergie renouvelable, donc 24% Windkraft, c'est l'éolien, 9% sur le photovoltaïque. Ce que vous voyez en rouge et en rose, c'est le charbon. Ce que vous voyez en noir ou bleu foncé, c'est l'énergie nucléaire. Puisqu'il faut savoir que même si l'Allemagne est sortie du nucléaire, elle est en train de sortir du nucléaire. Donc elle n'est pas complètement sortie du nucléaire. On a encore ces 11% dans le mix énergétique. Et alors, juste pour information, parce que c'est un sujet très actuel, vous voyez ici sur la carte les 6 centrales qui sont encore les 6 centrales nucléaires qui sont encore en fonction en Allemagne, avec 3 qui vont fermer en fin d'année et les 3 dernières en fin d'année prochaine. Et l'Allemagne a décidé aussi de sortir du charbon en 2038. Et là, encore une fois, si les Verts arrivaient en septembre au pouvoir, on peut imaginer aussi que cette date serait avancée. Enfin, c'est en tout cas dans le programme. En tout cas, le programme des Verts, une sortie plus rapide du charbon. Ok, alors comme je vous l'ai dit, je vais passer sur une dernière partie que je voulais plutôt voir comme un dialogue, comme une discussion avec vous qui êtes beaucoup plus les spécialistes du sujet que moi, voilà, et aborder la question de la littérature allemande actuellement. Oui, sortir du charbon, oui, mais quelle alternative? A priori, ce ne sera pas le nucléaire, donc ce sera les énergies renouvelables. Alors, il y a évidemment la droite allemande voit ça d'un œil extrêmement sceptique, le fait que ce soit possible, alors non seulement de développer le parc éolien, le parc photovoltaïque de manière assez importante jusqu'à 2030, comme ce que voudraient les Verts, 2035, 2038. Alors, il y a non seulement le développement des parcs, mais ensuite le passage notamment entre les différentes régions, puisque l'éolien est beaucoup plus important au nord de l'Allemagne, le photovoltaïque plus au sud, ce qui fait qu'il faut aussi transporter l'énergie d'un endroit à l'autre.
Et aussi, alors quelle alternative? C'est évidemment aussi une baisse de la consommation énergétique, notamment notamment par les bâtiments, par l'industrie, par le transport. Donc, je passe aux questions de littérature. Je reviens donc sur ma présentation. Et encore une fois, cette partie-là est plus vue comme un dialogue où j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Alors, juste un petit graphique, parce que vous avez vu que j'aime bien les graphiques. Sur les ventes de livres en 2020, avec, surprise, un écroulement des livres de voyage. En 2020, donc, qui ont baissé donc de 26% en Allemagne l'année dernière. Donc, ce serait aussi intéressant de savoir qui a quand même acheté des livres de voyage l'année dernière, ou alors des livres de voyage à l'intérieur de l'Allemagne, peut-être. Mais ce qui est assez frappant, c'est que ce sont les livres jeunesse qui ont beaucoup marché en Allemagne l'année dernière. Donc, ce serait aussi intéressant de savoir si c'était le cas en France, et ou alors est-ce que vous avez exactement les mêmes impressions en librairie ou en bibliothèque. Et ce que je voulais voir ou discuter avec vous, c'est éventuellement présenter quelques titres ou quelques auteurs qui ont beaucoup fonctionné ces dernières années. De manière très actuelle, actuellement, on a Sebastian Fitzek. Alors, je sais pas je sais pas du tout s'il a été traduit en français d'ailleurs. Ce serait intéressant. Qui a écrit des Heimweg, qui est un des gros succès de ces dernières années en Allemagne. Donc, c'est un auteur de romans policiers, hein, Sebastian Fitzek. Et là, il vient tout juste de sortir son dernier livre qui s'appelle Der erste letzte Tag, donc le dernier jour, si on veut. Et donc voilà, on commence à arriver aux romans qui ont été écrits pendant la période de crise. Et Sébastien Fitzek a expliqué aujourd'hui que il y avait tellement de violence dans la société actuelle que même dans ses romans policiers, il essaierait d'être un peu plus soft désormais pour que les gens qui essayent de fuir cette violence de la société ne le retrouvent pas forcément toujours dans ses livres. Le livre qui est évidemment beaucoup discuté actuellement en Allemagne, je retourne sur ma présentation si j'y arrive, voilà. C'est le dernier livre de Ulice. Alors là, c'est pareil, ça m'intéresserait de savoir à quel point Ulice fonctionne en France. Alors je sais que là, il y a certaines de ses œuvres qui sont traduites, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et donc le tout dernier bouquin qui vient de sortir en mars, c'est donc Über Menschen, qui est encore une fois un jeu de mots, comme ça arrive c'est déjà arrivé pour Ulice. Über Menschen qui signifie en même temps sur les hommes, enfin les hommes avec un grand H, ou les surhommes, si on met ça en un seul mot. Et donc dans ce livre qu'elle a du coup écrit pendant la période de Corona, il est question d'une jeune berlinoise qui fuit la capitale pour s'installer dans la province du Brandenburg. Voilà, des régions qu'on retrouve assez souvent chez Ulice, puisque elle-même habite dans la région du Brandenburg, donc qui se trouve autour de Berlin. Et voilà, en s'installant dans cette campagne du Brandenburg, cette jeune femme active qui est dans une agence de communication se trouve confrontée avec de nouveaux problèmes, donc pas ceux qu'elle avait à Berlin, où voilà, elle était oppressée par toutes ses peurs, et notamment par son ami qui était un activiste forcené du climat. Et là, elle se retrouve dans la province du Brandenburg, et il se trouve que son voisin est un nazi. Donc voilà. Alors, elle joue beaucoup avec ces sujets actuels, forcément, et aussi sur la question des peurs, qui, je pense, résonne beaucoup avec les sujets d'actualité. Il me semble que le roman de Sacha Stasinik, Herkunft, vient d'être traduit en français. Donc Origine, avec un S, me semble-t-il. Oui, c'est ça.
je crois qu'il vient d'être traduit là, en début d'année. Donc, États-Unis, il a eu un énorme succès en Allemagne. C'est un des auteurs les plus suivis. Il avait déjà publié Avant la fête en 2015, je crois, qui a été, je suis sûr d'ailleurs, qui a été traduit. Et alors, la dernière que je voudrais vous présenter, c'est Nina George, alors je vous la présente parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer. Il se trouve que son livre Das Lavendelzimmer a été un énorme succès en Allemagne. Alors ça remonte à quelques années. Hein. Elle écrit beaucoup, mais ce livre remonte à quelques années et avait été un énorme succès. Ça a été traduit en français, me semble-t-il, par La Lettre oubliée. Et ce qui est intéressant, c'est que Nina George écrit sur la France, c'est-à-dire que alors il y a beaucoup de ces romans qui se déroulent en France. Celui-là commence à Paris, mais va surtout en Provence. Et elle écrit aussi sur la Bretagne. Elle vit en fait, enfin Nina George vit entre les deux régions, entre Berlin et la Bretagne. Et donc voilà, celui-là a été traduit en français. Il me semble que il n'y en a pas beaucoup qui ont été traduits en français. Donc là, ça m'intéresserait aussi d'en discuter avec vous. Et peut-être voilà, terminer par cette question avec vous, de savoir de la littérature, à partir de la littérature allemande qui marche en Allemagne, qu'est-ce qui arrive à passer la frontière, quels sont les romans qui sont traduits, pourquoi. Alors, j'ai petite impression, notamment avec les livres qui ont été sélectionnés cette année, vous le verrez, qu'il y a quand même un poids historique important, enfin voilà, qu'il y a un contexte historique important dans les livres qui passent la frontière. Comment ça s'explique? Est-ce que les livres allemands actuels qui parlent de la société actuelle intéressent aussi le lectorat français? Enfin voilà, est-ce que Yulitse, je sais qu'elle est traduite, mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y en a d'autres qui marchent? Donc voilà, ça c'est un petit peu la question que j'aurais voulu discuter avec vous pour finir cette présentation. Donc merci beaucoup et voilà, j'espère qu'on va pouvoir ouvrir le dialogue là-dessus. Alors il y a eu pas mal de réactions déjà par rapport aux auteurs et autrices que vous avez cités qui sont en effet bien connus et bien appréciés en France. On nous a rappelé aussi que Sacha Stanisik était déjà venu à Cognac il y a quelques temps. Et peut-être qu'il reviendra bientôt, hein, qui sait. Que Kallmann marche très bien en France également. Je sais. Alors en effet, là c'est un peu le moment où vous pouvez intervenir. Alors on va essayer d'avoir des prises de parole un peu successives, pas tout le monde en même temps, mais s'il y en a qui veulent répondre peut-être directement à Sébastien sur ces questions de quels sont les livres qui marchent en France, qu'est-ce qui est traduit, qu'est-ce qui fonctionne, y compris avec les lecteurs, c'est le moment. Même peut-être de manière générale, cette question-là, est-ce que c'est cette impression que j'avais que c'est surtout les œuvres littéraires à contexte historique qui arrivent à passer la frontière, ou est-ce que c'est juste une fausse impression de ma part et qu'en fait il y a quand même majoritairement ou beaucoup d'autres œuvres littéraires, on va dire, actuelles sur la société actuelle qui aussi marchent bien en librairie ou en bibliothèque? Alors, on a des commentaires qui arrivent toujours pour nous dire Bernard Schlink marche très bien. Il y a des auteurs allemands grand public comme Charlotte Link également. Sur cette question de l'histoire, nous on a discuté un petit peu hier et c'est vrai que c'est un ressenti que nous on a pu avoir un peu à Littératures Européennes là en travaillant la programmation, pas forcément que sur l'Allemagne mais sur tout le Danube où en effet on a beaucoup de romans qui arrivent qui ont cet axe historique très très fort et qu'on a parfois un peu du mal à retrouver des romans qui parlent plus de la société contemporaine dans ces différents pays aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce serait intéressant du coup parmi là tout notre public de bibliothécaires d'avoir un peu votre avis. Est-ce que vous trouvez aussi que l'histoire et les romans historiques c'est ce qui fonctionne le mieux, que c'est ce que les éditeurs proposent le plus? Est-ce que du côté des lecteurs il y a c'est parce que c'est plébiscité ou au contraire il y aurait des envies d'avoir un peu des romans de type différent? Je vois dans les commentaires qu'il y a le nom de Banalek qui a été évoqué. Alors c'est une histoire intéressante puisque donc Jean-Luc Banalek, comme vous le savez sûrement, n'est pas du tout français.
comme son nom, enfin comme son pseudo pourrait le laisser penser. Et alors, c'était une histoire intéressante, surtout pour nous, et surtout pour moi, en travaillant pour Ouest France, puisque Jean-Luc Banalek, comme vous le savez, écrit des romans policiers bretons. Et donc, enfin, l'auteur allemand vit aussi en partie en Bretagne, comme Nina George, du coup. Alors, c'est un parallèle intéressant, même s'ils écrivent des romans qui ne vont pas forcément dans la même direction. Et c'est vrai que ces romans policiers bretons marchent très 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 bien en Allemagne. Alors il a même beaucoup décliné ce succès parce qu'il y a eu des films ou des téléfilms sur ces romans bretons. Il a fait un livre de recettes aussi, un livre de recettes bretonnes, Jean-Luc Panalec. Enfin, voilà, ça se compte en centaines de milliers d'exemplaires, même en millions. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il en est. S'il en est à 7 ou 8 romans publiés. Et j'avais l'impression que ça marchait par contre moins bien en France. Enfin, c'est difficile de marcher mieux que ce que ça marche en Allemagne, forcément. Je sais pas, je sais que les premiers ont été traduits, c'est sûr. Il y a eu le premier à Pont-Aven, je ne sais plus le titre exact avait été traduit. Après, c'est une question aussi pour vous. Est-ce que ces romans écrits par des personnes étrangères sur la France ou se passant en France fonctionnent aussi? Ou est-ce que c'est lié un petit peu aux images et aux envies d'évasion des Allemands? Est-ce que les Bretons lisent des romans policiers bretons? Pardon. Non, allez-y. Non, un petit rappel par rapport à votre question que tout ça c'est une question du travail de médiation aussi de la part des bibliothécaires en fait de voilà qu'est-ce qui est lu, qu'est-ce qui est présenté aux lecteurs, ça fait aussi partie de leur travail de prescrire en fait des livres et donc pas forcément ce à quoi ils s'attendraient au départ. J'essaie de suivre en même temps. Robert Setthaler, auteur autrichien, Robert grand Tretter, succès en Allemagne. Ouais. Ouais. Alors, du coup, Robert Setthaler, il a fait des romans historiques aussi. Alors que je ne me trompe pas, je crois que c'est celui qui a fait Der Trafikant, Robert Setthaler. Je ne sais pas s'il a été traduit, Der Trafikant. A priori, oui, ici, d'accord. Et il en a sorti un il n'y a pas longtemps sur Gustav Mahler. Robert Setthaler, je vais essayer de retrouver le nom. Et Der letzte Satz. Donc là, qui est encore une fois un jeu de mots entre la dernière phrase et le dernier mouvement. Et je crois que c'est relativement récent, donc ce serait étonnant qu'il ait déjà été traduit. Mais effectivement, Robert Zettaler, ça marche. En effet, le dernier n'a pas été traduit. Le chant avait été traduit, par contre, par Sabine Vespizer. Il a 3 romans traduits en français, tous les 3 chez Sabine Vespizer. Ouais. Chris Kraus. Je me demandais s'il y avait Mein Kampf en rayon. Et alors, c'est un sujet du coup extrêmement spécial là-dessus, mais il y a une réédition scientifique française, me semble-t-il aussi, non, de Mein Kampf. Oui, il y a eu une réédition scientifique allemande, il me semble qu'il y a une version française aussi. En effet, ouais, ça avait fait un peu de bruit il y a 1 an ou 2, j'ai plus la notion de... Mais oui. On nous parle de Chris Kraus aussi, qui a beaucoup de belles critiques en France. Ok. Alors, juste pour information, faut savoir dans l'autre sens que les auteurs français marchent extrêmement bien en Allemagne. Voilà, moi j'ai un peu de mal à évoluer dans l'autre sens. Les Allemands marchent bien en France, vous le saurez mieux que moi. Mais les auteurs français marchent très bien, très vite en Allemagne. C'est rare de voir des vitrines de librairies sans auteurs français dedans. Dès qu'il y a Virginie Despentes, par exemple, il est très rapidement traduit et très rapidement accessible et très rapidement lu aussi. Les médias allemands parlent aussi beaucoup de littérature française et c'est aussi le cas dans les sciences sociales. C'est-à-dire quand il y a un nouveau livre de Héribon, par exemple, les livres d'Héribon ont été beaucoup lus et beaucoup commentés en France. Houellebecq, ça marche extrêmement bien aussi de ce côté-là.
C'est ça. Alors, on a Ah oui, de... Julia Anders. Julia Anders. Alors ça, c'est une histoire très spéciale alors, vous connaissez sûrement l'histoire, mais éventuellement, je vous le rappelle. Julia Anders, qui était une jeune doctorante en médecine et qui, en fait, a commencé à se faire connaître en faisant du Science Slam, où donc elle présentait son sujet de thèse. Donc vous connaissez sûrement le principe, c'est présenter son sujet de thèse en 10 minutes avec un PowerPoint derrière. Et elle en a fait 2, enfin elle en a gagné 2 en tout cas, des Science Slam, où elle faisait sa présentation dans son style extrêmement... enfin voilà, fourni mais en même temps naïf et drôle. Elle parle de l'intestin quand même, hein. C'est pas forcément un sujet facile au départ. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. En fait, elle a ensuite publié son livre. Et j'avais eu l'occasion de la rencontrer un moment, il me semble, quand elle était à la 36e réédition de son livre. Donc, Charm mit Charme, le charme discret de l'intestin, c'est ça en français? Oui, c'est ça. Il est... Alors, le titre, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Hein. Du coup, on était en 2013, peut-être, quelque chose comme ça, 2014, Julia Anders. Et le titre marche toujours, ce qui est quand même assez dingue. Et je crois qu'il marche toujours en France. Alors, enfin, je l'ai vu aussi beaucoup dans les librairies françaises. Ouais, c'est quand même assez spécial comme histoire. Le livre est très bien fait. Et donc voilà, alors je ne sais pas s'il est toujours consulté en librairie, par exemple, s'il est dans la catégorie médecine, roman, littérature étrangère. Je crois qu'il est plutôt en développement personnel, mais peut-être que je dis une bêtise. Mais je sais que par contre, ouais, il marche encore très très bien. Il est souvent dans les classements des meilleures ventes encore aujourd'hui. Enfin, pour la partie du coup essais, documents et développement personnel. Ouais. Oui, alors sur la question, est-ce qu'elle en a sorti d'autres? Il me semble que pas du tout. Et même au moment où elle avait sorti ce livre-là sur le charme discret de l'intestin, elle avait déjà annoncé qu'en fait, bah voilà, c'était son sujet de thèse, elle n'avait rien d'autre à rajouter sur la question, qu'elle n'était pas, voilà, n'était pas écrivaine, que c'était son sujet, qu'elle était passionnée par l'intestin, et qu'a priori, elle n'avait pas beaucoup d'autres sujets à écrire dessus. Et elle est extrêmement discrète dans les médias, en tout cas depuis la sortie de son livre. Alors, je sais qu'elle a fini ses études. Elle a été à l'étranger entre deux, et que voilà, on l'a très peu revue et elle est maintenant dans sa carrière professionnelle médicale. Je sais qu'elle était en poste dans un hôpital. Voilà, mais on l'a plus beaucoup, on l'a plus vue. Par contre, son livre, on continue à le voir. C'est ça, elle avait une chronique dans Deep Site, mais alors il me semble que ça fait longtemps aussi. Il me semble qu'en début 2020, on la voyait encore écrire, mais je crois que ça fait un certain temps. Bon, on a pas mal d'autres suggestions. Du coup, on nous parle des bijoux bleus de Katharina Winslet. On nous a parlé de Uwe Telkamp. Patrick Suskind, qui fonctionne bien aussi en France. Qui est-ce que j'oublie? Voilà. Pour répondre à votre question, on avait aussi Aurore à Barbezieux qui nous disait qu'elle trouvait regrettable que souvent les romans historiques se concentraient beaucoup sur les 2 guerres mondiales et qu'on voyait un peu moins les autres, d'autres périodes de l'histoire de l'Allemagne. Alors peut-être que je sais pas si en Allemagne justement c'est aussi très marqué ou si finalement c'est beaucoup plus varié. Alors c'est ce que j'essayais un peu de dire en introduction, c'est-à-dire que la vision de l'histoire, ou surtout on va dire des œuvres littéraires par rapport à l'histoire est quand même différente. Alors il n'est pas du tout question en Allemagne d'oublier la Seconde Guerre mondiale. Là, j'insiste très fortement sur ce fait. Mais en tout cas, en littérature, peut-être que ce qui va marcher, c'est plus sur des périodes, ce que je disais,
d'une autre histoire, d'un autre passé. On voit par exemple ce que je disais au début sur un peu la fascination de ce qui s'est passé pendant les années 20, par exemple. Il y a encore toute une littérature sur la chute du mur, le passé en Allemagne de l'Est, parce que voilà, on a encore des témoins ou des fils de témoins, des filles de témoins qui peuvent encore raconter cette histoire-là. Ce sera notamment le cas d'un des livres de la sélection. Mais sinon, c'est vrai que voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui marchent sur la société actuelle, sur la société contemporaine, et que du coup, c'est pas forcément le même équilibre entre la façon dont l'histoire est traitée, pardon, dans la littérature allemande aujourd'hui et les livres qui arrivent à passer la frontière pour être lus en Allemagne. Mais cela dit, quand je vois la liste dans tous les commentaires, il y a quand même beaucoup de livres de littérature actuelle allemande quand même. Enfin, je veux dire, qui traitent des sujets actuels, quoi. Je ne connais pas Andreas Eschbar sur les auteurs germano-bretons. Ouais. Intéressant. Il y a un coin auteur allemand. Hein. Apparemment, oui. Oui, bah, ils sont loin de la mer. Hein. Quand on est à Berlin, c'est compliqué quand même. Et puis alors, voilà, c'est ce qui est là aussi intéressant, c'est que je pense qu'il y a quand même une différence entre les deux pays, c'est-à-dire que les Allemands les Allemands sont extrêmement intéressés par ce qui se fait en France, par le fait d'aller en France, par la langue française, et je pense dans des proportions plus importantes que c'est le cas en France pour les auteurs, pour la langue, pour la culture allemande. Les Allemands, ils vont en vacances en France. Il y a quand même moins de Français qui viennent en vacances en Allemagne, même malgré le boom de la capitale. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai aussi qu'il y a aussi un grand intérêt dès que les livres français sortent en France. Il en est pas. Enfin, on en parle aussi dans les journaux allemands, dans les grands journaux allemands comme les pages de la FAZ ou de Die Zeit, par exemple. Ah oui, alors die Berlin-Reise, effectivement. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi, enfin voilà, cet intérêt pour Berlin. Peut-être que ça marche aussi dans la littérature. Les romans qui tournent autour du développement de la ville, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'essor de Berlin qui existe depuis 20 ans à peu près, qui est lié à voilà, chute du mur, développement de la ville et essor international, fait qu'il y a quand même une espèce de fascination pour cette ville qui peut éventuellement se retrouver aussi dans la littérature. C'est peut-être aussi, voilà, quand Ulitze écrit sur Berlin et le Brandenburg, voilà, ça peut parler à beaucoup qui connaissent la ville. Oui, alors Nicolas Offenstadt, effectivement, dans un autre registre de sciences sociales, du coup, c'est vrai qu'il avait son livre Le pays perdu avait très bien marché aussi. Pays disparu, pardon. Pays disparu. On a une question aussi de Laurie, du coup, à l'Alpha, qui nous demande, hormis les thématiques liées à l'histoire du pays, y a-t-il des sujets propres à l'Allemagne récurrents dans leur littérature, sociétaux, mode de vie, conflits? Alors là, c'est une bonne question. Je ne suis pas vraiment spécialiste du sujet. Quand on regarde à voir les livres qui marchent, alors c'est vrai que les sujets sociétaux marchent beaucoup. Tout ce qui tourne autour de la nature actuellement, enfin, ça marche bien. Alors il y avait, je vais oublier son nom, celui qui a écrit sur les livres, Peter Wolling, je crois, qui avait été aussi traduit en français. Son livre avait très bien marché. C'est ça, pour les questions de genre aussi. C'est des choses qui sont beaucoup abordées dans les livres sur la société actuelle. Les questions de racisme notamment. J'ai vu qu'il y avait pas mal de livres qui sortaient actuellement sur le sujet. Voilà, sur les
sujets bien précis on va dire des problèmes sociétaux actuels. Voilà. Mais effectivement, Peter Wolleben, il a été traduit. Hein, je suis quasiment sûr d'avoir vu en France aussi. La vie secrète des arbres, très bien. Très gros succès en France. Oui, alors le temps des comètes, effectivement. Comète Nia, pour ceux qui voudraient approfondir sur la question des années 20, Comète Nia de l'historien Daniel Schönpflug, que j'ai la chance d'avoir pu côtoyer, qui donc parle de l'année 1918, justement, pour revenir à ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà, qui considère aussi cette année comme une période révolutionnaire, mais aussi une période ouverte, une période d'espoir à ce moment-là. On nous parle de la littérature turque allemande, qu'en est-il? Peut-être que... Alors la turque allemande, j'aurais un peu de mal aussi à vous dire. Je peux quand même rebondir sur Stazenic du coup, alors qui évidemment lui vient de Bosnie, hein, donc il faut bien faire la distinction par rapport à la question. Je fais un pas de côté pour vous expliquer ça, qui a très bien marché en fait, où il décrit son itinéraire du coup, ou ses origines dans son livre. Pour la littérature jeunesse, comme je vous disais, c'est ce qui marche beaucoup en ce moment. J'ai oublié de vous donner le nom d'un auteur à succès qui est Marc-Uwe Kling. Et alors lui, je ne sais pas du tout s'il a été traduit et surtout si c'est traduisible. Marc-Uwe Kling qui a écrit Les Chroniques du kangourou, donc en 4 tomes, je crois. Lui aussi, il vient de la scène, il vient du science, non, il vient du Poetry Slam, du coup, en l'occurrence, et où il a été, voilà, il a connu beaucoup de succès sur scène dans le Poetry Slam. Il a écrit des livres sur les chroniques du kangourou. Alors, on commence dans la littérature jeunesse parce qu'il y a un aspect comique très important. Enfin, c'est surtout de la satire de société, Marc-Uwe Kling. Et voilà, ces livres ont très très bien marché, continuent à marcher. Comme je vous dis, je pense que c'est difficilement traduisible. Je serais très curieux de savoir si quelqu'un a essayé de les traduire. Et Marc-Uwe Kling, il avait sorti une adaptation de ses livres en film, et la date de sortie de film, c'était mars 2020. Ça a été compliqué pour son film, qui était quand même très attendu. Et en fait, c'est ça. Il a fait de la littérature jeunesse aussi. Qui continue à très très bien marcher. Et pour information, Nina George, que je citais tout à l'heure, s'est mise aussi à la littérature jeunesse, et je pense que ses prochains livres sortiront, je crois, début 2022. Voilà. Pour les chroniques du kangourou, ça a bien été traduit chez Robert Laffont. C'est vrai? Ouais. Alors là, donc on peut découvrir. Je suis curieux. Parce que c'est quand même... D'accord, parce que alors je serais curieux de voir, à quoi ça ressemble en français, et deux, si ça a marché ou pas en français. Parce que voilà, c'est quand même très spécialisé, il y a beaucoup de jeux de mots, c'est pas mal berlinois quand même. Ouais, je sais pas qui, chez vous, là dans sa librairie ou la bibliothèque, le Marc-Uwe Kling, je serais intéressé de le voir. Et donc oui, alors il a sorti, comme je disais, les bouquins jeunesse, c'est pareil, c'est écrit c'est en poésie aussi. Enfin, il y en a certains qui sont écrits en poésie. Là encore, à mon avis, extrêmement compliqué à traduire. Je serais très, très curieux de voir comment ça marche. Oui, merci à tout le monde. On approche de midi, donc je pense qu'on va peut-être clore là cette rencontre pour ce matin. Merci Sébastien Vanier d'avoir été en direct depuis Berlin pour nous éclairer un peu et nous donner tous ces tableaux d'Allemagne, et pour cette petite discussion aussi sur la littérature. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci d'avoir participé. Merci à vous. Et à très bientôt, j'espère. On espère aussi. À bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée. Tschüss.